Pour cet épisode avec moi, artiste hors du commun, elle ne se contente pas de faire rire mais éveille les consciences et casse les préjugés avec une bienveillance et une intelligence rares. Son humour à la fois percutant et fédérateur transcende les cultures et les générations. Avec elle, le rire devient un puissant moyen de transmission, une arme contre l'intolérance et un trait d'union entre les différences. Sur scène, elle aborde des sujets intimes et de société avec un talent remarquable. Son mariage mixte, son parcours en PMA, son rapport au voile, autant de thèmes qui, sous sa plume et sur scène, prennent une dimension à la fois touchante et hilarante. Elle nous prouve qu'on peut tout dire à condition de le dire avec sincérité et finesse. Avec son énergie communicative et son franc-parler, elle s'est imposée dans le paysage humoristique comme une figure incontournable, portant haut les valeurs du vivre ensemble et de la diversité. Samia Orosman est mon invitée. Comment ça va ? Mais attends, comment tu m'as décrit là ? J'ai trop envie de me connaître moi-même, tu vois ou pas ? Mais je trouve ça impressionnant tout ce que tu viens de dire. Au niveau de l'estime de moi-même, tu m'as fait faire un bond de 15 000, tu vois c'est ou pas ? l'essentiel alors, c'est mon moment préféré de l'interview. Non, je te jure, quand je t'écoute, on dirait que je suis quelqu'un d'important. Mais t'es quelqu'un d'important. Tous ceux qui me passent à ce micro sont des gens importants. Comment ça va ? Ça va toujours. Toujours au sourire. Ce qui est dingue, c'est ce qu'on disait en amont de l'émission, c'est que t'es assorti à la décoration. Oui, en fait, dans tous les endroits où je vais, ouais, c'est ça, je porte les mêmes couleurs que la déco, c'est drôle. C'est super dingue, en tout cas très jolie tenue. Merci. On est très content de te recevoir, enfin je suis très content de te recevoir. Ce que j'ai l'habitude de faire avec mes invités, c'est une fiche d'identité. Est-ce que ça va pour toi ? Est-ce qu'on peut la remplir ensemble ? Allons. Fiche d'identité. Alors toi, t'es la fiche d'identité numéro 141 069 23. Nom, prénom. Samia Orosman. Orosman Samia, pardon. Ok. Pseudo. Le même, il n'y en a pas. Date de naissance, on peut donner que le jour. 09 06 80, j'ai pas honte de mon âge. J'ai 44 ans d'expérience. Tu les fais pas, ça va. C'est le gras qui remplit les rides, c'est pour ça. Lieu de naissance. Paris 19e. Profession. Comédienne. Passion, hobby. La scène, c'est ma vie. Est-ce que tu as une citation préférée ? Oui, on dit que l'humour est la politesse du désespoir. C'est Boris Vian qui dit ça et je trouve ça très beau. Oh, c'est beau. T'as un humoriste ou une humoriste préférée ? J'en ai plein. Lieu de résidence ? Attends, je te les donne ou je te les donne pas ? Bah, à part si t'as pas peur de faire de jaloux. Non, j'ai pas peur. Bah, vas-y, on y non, va, j'ai pas alors. peur. Bon, J'adore Redouane BH, c'est mon humoriste de poche. Okay. De poche, je l'emmène partout avec moi. J'aime beaucoup Phil Darwin, j'aime Amoutati. Et en ce moment, j'en découvre d'autres comme Sarah Lélé, qui est juste incroyable. Bah ça va, c'est pas... Ouais. J'en ai plein d'autres, mais je t'ai donné ceux qui me viennent en tête tout de suite. Ah si, il y en a un que je suis allée voir il y a 2 jours, que je recommande, il s'appelle Louis Chappet. Louis Chappet, qui est l'ami de notre deuxième technicien, qui s'appelle Léonard, ouais, qui est des fois à la réalisation, et qui sont amis et qui m'a dit, ouais, tu devrais le recevoir, c'est un pote à moi et tout. Il est impressionnant, vraiment. Ouais, j'ai vu dans ta story que t'étais allé le voir. Ouais, je suis allée le voir il y a 2 jours. T'as traversé tout Paris. Oui, je suis allée à pied, j'ai besoin de perdre du poids. Et il est incroyable, il a une folie qui est magnifique. Ben, on invite nos auditeurs et ceux qui nous regardent. On les invite, mais on paye pas. Tu débrouilles, chacun il paye sa place. Lieu de résidence. J'habite Paris, malheureusement. Malheureusement. La Pourquoi, capitale des mauvaises ondes. T'aimes pas Paris ? Mon ami, on cherche à s'échapper. Oh, c'est une belle ville quand même, non ? Non, c'est très joli. Sans les gens qui y vivent. Pardon, je suis désolée. Non, il y a des gentils, hein, dont je fais partie. Mais c'est très dur, Paris. T'es la mieux placée pour en parler, en plus t'es parisienne d'origine. Ouais, je suis née là. Ouais. Mais c'est très difficile, Paris, parce que les gens sont dans leur monde. Ils sont métro, boulot, dodo. Et pour les faire sortir de leur bulle, c'est très compliqué. C'est compliqué. Et les réseaux sociaux, t'es partout ? Presque partout, j'essaye. Parce que, en fait, chaque réseau social, il a une catégorie de gens qui suivent. Par exemple, Twitter, X, c'est la planète des méchants. Ouais, c'est vrai. Facebook, c'est pour les boomers comme moi. Instagram, c'est pour toutes les filles qui veulent se mettre en valeur, t'as vu, et qui aiment manger dans des endroits chics. TikTok, je comprends rien. Pour moi, c'est la folie, c'est un peu la jeunesse, mais ça va dans tous les sens. Tu postes une vidéo que tu t'es pris la tête à construire, etc. Il y a 200 vues. Et tu fais une vidéo toute pourrie, il y a 200 000 vues. Très et là, aléatoire. Tu dis, pourquoi ? Expliquez-moi l'algorithme, comment ça fonctionne. Je comprends pas. Ah, c'est vrai que TikTok, c'est très très aléatoire. Ouais, et Snapchat, j'arrive pas parce que Snapchat, pour moi, c'est le truc c'est le réseau social de tous les trucs illicites. Tu vois ? Genre, ceux qui draguent en douce alors qu'ils ont déjà quelqu'un, ils s'envoient des nudes et ça s'efface tout de suite. Ou alors, ceux qui veulent vendre des trucs qui sont pas autorisés, tu vois ? Genre, ouais, je revends des points de permis, ou tu vois ? Des trucs un peu, des business un peu chelous. Permis facile, 7,5. J'ai du mal. Ok. Tu le disais, t'es né dans le 19e arrondissement de Paris. Comment elle se passe l'enfance de Samia ? Bah écoute, j'ai été là-bas jusqu'à mes 6-7 ans. Et je vais raconter un truc peut-être un peu triste. À ce moment-là, le propriétaire qui détenait l'immeuble
a voulu vendre. Et papa, il connaissait rien à l'achat et au crédit. Alors, il a laissé traîner les choses et le type a fait une fausse déclaration disant que mon père n'avait pas payé le loyer depuis longtemps. Et un jour, je rentre à la maison et je trouve maman sur le pas de la porte avec les huissiers qui sortent les meubles. On était 6 enfants, tous en dessous de 18 ans. Et ça a été très compliqué parce qu'on a dû dormir à droite, à gauche, chez des amis. Et puis un jour, papa, il a trouvé un appartement à Clichy-sous-Bois. Il a dit, cette fois-ci, je me fais plus arnaquer, je l'achète. Et ça a été la plus grosse arnaque de sa vie. Je pensais que ça finissait bien, moi. Non. Et on n'est pas aux States, mon ami. On est en France. Le Dream français, il n'est pas trop présent, t'as vu? Je pensais que ça finissait bien. Non. Donc, papa, il s'est débrouillé pour acheter l'appartement, qui a dû coûter au moins 250 000 balles à l'époque. Et puis, la copropriété n'était pas vraiment adaptée. En fait, ils ont laissé les choses pourrir. Et les immeubles ont fini... tu sais à quoi ça ressemble, Clichy-sous-Bois, tu vois. Et donc, après, la mairie a préempté sur les ventes et ils ont racheté pour une bouchée de pain. C'était compliqué, mais c'est pas grave, on a vécu une chouette enfance. Moi, même si les gens pensent que la banlieue, c'est un endroit glauque, c'est pas le cas. C'est vivant par l'humanité des gens. Moi, j'ai grandi avec des gens qui venaient de toutes les cultures, et c'est ça qui a fait celle que je suis aujourd'hui. Et souvent, on me demande, est-ce que j'ai vécu en Afrique, tu vois? Et je dis, bah oui, j'ai vécu dans le 9-3. On était entre nous, entre enfants d'immigrés, et c'était une richesse incroyable. Et ta relation avec tes frères et sœurs, tu le disais, vous êtes... On est 6. J'ai un grand frère et après on est 5 filles. Moi je suis l'avant-dernière. Ok, un peu chouchou alors, un peu. Ouais, les 2 dernières, on était un peu chouchoutés. oui, comparé aux grandes qui ont morflé un petit peu parce qu'elles étaient les premières et que les parents ils avaient encore de l'énergie. Et souvent, c'est les exemples aussi. Oui, c'est ça. Tu sais, des parents qui quittent leur pays d'origine pour venir s'installer en France, ils ont tout de suite peur d'oublier leur culture, d'oublier leurs racines. Et puis, les gens du pays leur rappellent constamment, de toute façon, ça y est, vous êtes partis, vos enfants vont devenir des Français. Alors, il y a une espèce de repli identitaire et on va essayer d'élever ces enfants encore plus durement que ceux qui sont nés là-bas et qui ont grandi là-bas. Moi, je me souviens, on avait moins de liberté que nos cousines qui vivaient au pays. Parce que comme on vivait en France, il fallait faire attention. Parce que genre, le danger était partout, tu vois? Alors que, en réalité, pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est intéressant que tu le dises parce que c'est souvent la réalité des familles qui vivent ici. C'est ça. Et puis c'est qu'on est exposé à tout, en fait, en France. Quand les parents sont partis 50 années en arrière, ils sont partis avec l'état d'esprit d'il y a 50 ans. Le pays a évolué, les mentalités ont changé. Mais eux, non, ils sont restés bloqués 50 ans en arrière. Tu vois ce que je veux dire? Et comme ils avaient cette exigence de ne pas oublier leurs racines et leur culture parce qu'ils ont émigré vers un autre pays, et du coup, ils vont être beaucoup plus à cheval, finalement, sur les principes, sur les traditions, sur beaucoup de choses. Tu vois, moi, mes parents, ils auraient voulu que je prenne un Tunisien de Djerba, si possible de la famille, comme ça tu fais des enfants consanguins. J'ai dit, les gars, c'est bon, tu vois. Déjà, moi, mes parents, ils étaient cousins germains, regarde le résultat. Si en plus je me marie avec un cousin, on est foutus, tu vois. Et justement, ta relation avec tes parents, c'est laquelle? Comment ça se passe quand t'étais plus jeune, en tout cas? À la maison, c'est maman qui commandait, comme chez beaucoup de Tunisiens. C'est la maman qui tient. Comme chez beaucoup d'Africains. Ouais, c'est clair. Oui, c'est vrai, hein, parce que tu sais, on dit que quand les chefs d'État africains se rencontrent, ils disent, bon, la nuit porte conseil, on reparle de ça demain. Et conseil, c'est leur femme. Parce que quand ils vont rentrer à la maison, la femme va leur dire non, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Et puis on dit oui, j'ai bien réfléchi. Et puis j'ai décidé que. Alors qu'en fait, c'est la femme qui a décidé. Voilà. Et donc, c'est très drôle parce que c'est paradoxal avec l'image qu'on nous renvoie de la femme africaine en général, où on est convaincu qu'elle est reclus dans sa maison, qu'elle n'a pas son mot à dire. Exactement. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est tout le contraire. Donc maman, c'était elle la chef. Et papa, il disait oui à tout ce qu'elle disait, quoi. Tu vois, il n'y avait pas de véritable autorité au niveau de paternel, parce que papa travaillait beaucoup, il se levait très tôt le matin, il finissait très tard le soir, et c'est maman qui passait le plus de temps avec nous. Donc c'était elle qui était exigeante et qui nous serrait la vis. Est-ce qu'il y a une phrase ou un trait de caractère qui t'a marqué de tes parents quand tu étais plus petite? Mon père, il faisait tout le temps des blagues. Tu vois, il était commerçant, il avait c'était l'épicier arabe du coin, tu vois. Et il faisait tout le temps des blagues, des jeux de mots, des calembours, genre, il est inconscient ou bien de conscient. Il dit quoi? Tu as perdu 3 kilos, il faut faire une déclaration de perte, sinon ça sert à quoi la police, hein? Que des bêtises comme ça. On montait dans le bus ensemble et on entend le jingle qui dit terminus, tous les voyageurs sont invités à descendre. Il se retourne vers moi, il me dit, t'as vu? Il nous invite, il n'a même pas proposé un café, rien du tout. Il nous invite comme ça, juste avec la parole. Tu te rends compte? Tu l'as jamais fait monter sur scène Je l'ai fait monter une fois.
Je l'ai fait monter une fois sur scène. Ils étaient venus avec toute l'association des Shibani de la ville. Et en fait, je l'ai fait monter sur scène devant tous ses copains. Et il avait les yeux qui brillent, il était fier. Ouais, Et il y a un truc qui est rigolo aussi, c'est que la première fois que j'ai payé l'affichage dans les rues, j'ai payé les grandes colonnes Maurice, tu vois, les grandes affiches. Et c'est aléatoire en fait. Quand tu payes très cher. Et on te met des affiches un peu partout dans la ville, mais tu ne choisis pas où. Et par chance, dans la rue où j'ai grandi, dans l'avenue de Flandre, dans le 19e, il y avait une affiche de moi. Wow. Et donc j'ai emmené papa là-bas. Et j'ai dit, papa, je voudrais te montrer quelque chose. Et il dit, quoi? Et là, je montre l'affiche géante, la colonne, avec ma tête. Et je lui dis, tu la connais celle-là? Il me dit, je l'ai déjà vue quelque part, mais je sais plus où. Elle garde son sens de l'humour. Ouais. Et il était fier, tu vois. C'était mignon, en fait, de voir ça à cet endroit-là. Ouais, c'est dingue de pouvoir rendre fiers ses parents à ce point-là. Comment ça se passe à l'école? Est-ce que tu les rendais fiers aussi par tes notes? T'étais quel genre d'élève? Non. Moi, j'ai toujours été juste, tu vois. Ouais, primaire, collège, t'es une élève... Non, juste. Je fais pas plus qu'il ne faut, tu vois. Je fais le minimum et je le fais à la dernière minute. et j'ai redoublé une fois, j'ai redoublé la seconde, parce que quand j'ai quitté le collège et que je suis allée au lycée, je suis allée à 1 heure de chez moi. Et là, c'était la liberté, genre freedom, tu vois. Toute la journée, t'es loin de la maison. Kiffes la vie. Ouais, à midi, tu rentres pas manger. Ah, liberté. C'est là où tu découvres le maquillage, c'est là où tu regardes un peu les garçons, c'est là où... Ça y est, tu te sens vivre, en fait. Et donc, j'ai redoublé. Simple. Voilà, très simple. Donc voilà, j'ai redoublé la seconde. Mais sinon, j'ai eu mon bac du premier coup. Et c'était surtout pour leur faire plaisir. Alors ça, ils étaient contents, ils ont fait la fête. Mais c'est tout. Sinon, j'étais pas très super douée à l'école, en fait. Et elle est passionnée par quoi, Samia, à cet âge-là, 15, 16, 17 ans? La scène. Moi, j'ai commencé la scène, j'avais 12 ans. Ouais, Et c'est Molière qui te fait aimer... C'est ça. J'aime les pièces de Molière parce qu'il critique la société sans mettre les pieds dans le plat directement. Il le fait de manière très subtile. Et j'aime la finesse d'esprit qu'il avait. Et ça a été mon inspiration parce que je me dis, mais en fait, avec l'art, on peut tout dénoncer, on peut tout transmettre tant que c'est bien fait, que c'est fait subtilement. Et il critiquait la société dans laquelle il était devant le roi lui-même, qui peut-être ne saisissait pas toutes les subtilités. Mais le peuple comprenait de quoi il parlait. Donc c'est ça que je trouve chouette, c'est qu'on peut dénoncer tout ce qui ne va pas pour essayer de l'améliorer. Et c'est ce que tu essayes de faire à travers tes... J'aspire. Après, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tous les cas, je fais de mon mieux pour faire pareil. Et quand tu découvres la scène, est-ce que tu sais directement que tu veux faire de l'humour ou tu te dis Pas faire du tout. du théâtre de manière générale? Je voulais faire du théâtre. En fait, la première fois que je suis montée sur scène, on m'a fait faire une improvisation théâtrale. Je devais jouer le rôle d'une fille dont le copain venait de se faire renverser par une voiture le jour de son anniversaire. J'ai tellement cru à mon personnage que j'ai pleuré et j'ai fait pleurer tous mes camarades. Et c'est là où je me suis sentie exister. J'ai senti que j'avais un pouvoir, c'est de transmettre des émotions. Et pourtant, à la base, j'y connaissais rien au théâtre et j'ai débarqué là pour échapper aux tâches ménagères, en fait. Parce que c'était le mercredi après-midi et si t'es à la maison, t'es obligé de faire le ménage. Tu vois ou pas? Tu veux ou pas? Donc là, j'ai réussi à esquiver et j'ai adoré cette sensation. Peut-être parce que pour la première fois de ma vie, je me suis sentie importante et valorisée. Et donc, j'ai senti que c'était là ma place. Et après, j'ai tout fait pour qu'un jour, ça puisse être réel. Même si j'y croyais pas vraiment, parce que tout le monde cherche à te dissuader en disant « Zahma, tu crois que tu vas devenir comédienne? Oh, calme-toi, Françoise, doucement. » Tu vois, Ouais. comme si c'était pas fait souvent, pour nous, ouais. tu vois. Et pour les parents, c'était pas un vrai métier. Moi, ils voulaient que je fasse des études, des vraies études. Et pour eux, le conservatoire d'art dramatique, c'était pas des études. Donc, les premiers cours de théâtre, je les prenais en cachette. Tu leur en parles pas Non, d'abord, j'en ai fait au collège et là, ça allait. Je leur avais dit que je faisais du théâtre. Et après, il y avait des cours le lundi et le jeudi soir. Mais je disais que c'était moi qui allais donner des cours à des enfants. Et c'était pas vrai, en fait. Et l'argent de la bourse, je leur tendais en disant « Ouais, voilà ce que j'ai gagné aujourd'hui avec les cours que j'ai donnés. » Alors que c'était pas vrai. C'était parce que je pouvais pas sortir la nuit, j'avais pas le droit de sortir le soir. Et la seule manière de pouvoir sortir, c'était si j'avais un petit boulot qui ramène quelque chose, tu vois. Et est-ce que à cette période-là, il y a eu des moments de doute, des moments où tu te dis... Parce que ce qui est dingue, c'est que tu me dis, t'as toujours voulu faire ça et t'as tout fait pour faire ça. Et il y a Abby, 2 fois, jeune humoriste aussi, qui m'expliquait qu'elle, depuis petite, elle sait qu'elle veut faire ça. Elle a tout fait pour être dans ça. Mais il n'y a jamais eu de moments de doute. Est-ce que toi, tu as traversé des moments de doute? Ou c'est... Non, des moments de découragement peut-être. Parce que tu te rends compte que tu es obligé d'en faire 3 fois plus que les autres parce que t'es pas né dans un pays où tu as la bonne couleur, en fait. Tu vois? Donc, tu te fais ressentir ça même au théâtre? Clairement. Dans les rôles qu'on va te proposer,
il n'y aura jamais quelque chose qui correspond. Pourquoi moi je me suis mis à faire de l'humour? Parce qu'en réalité, il n'y avait rien qui correspondait. Moi, quand j'étais au conservatoire et qu'on me donnait des rôles, c'était que des rôles de servante, tu vois. Et donc, si tu as envie de jouer Antigone, rêve, tu vois, c'est impossible. Tu n'as pas la couleur qu'il faut, tu n'as pas l'origine qu'il faut. Et moi, je l'ai vu même dans l'humour, il y a des gars qui ont débarqué après moi, même des filles qui ont débarqué après moi et qui sont allées beaucoup plus vite. Parce que, entre guillemets, ils sont chez eux. Nous, on nous fera toujours ressentir que on est des Français de seconde zone, en fait. C'est triste de dire ça, c'est un constat que j'ai fait. Vraiment, je te le dis avec beaucoup de sincérité. T'es obligé d'en faire 3 fois plus que les autres. Tu vois? Même les créneaux qu'on me donnait au théâtre, c'était pas les créneaux qu'il fallait pour pouvoir remplir les salles, au début. Tu vois, il a fallu aller dans des théâtres qui étaient tenus par des gens un peu basanés pour que là, on te permette de jouer le vendredi soir, le samedi soir. Tu vois? Les autres, ils donnaient un lundi à 19h. Et le jour où tu remplis la salle, on dit hey, c'est bien, t'as prouvé aux autres que c'était pas un créneau pourri. Je dis non, c'est un créneau pourri. Mais je travaille 3 fois plus que les autres pour le remplir. Je prends une attachée de presse qui me coûte plus cher que ce que je gagne. Je bombarde la communication autant que je peux. Je vais voir des spectacles et je distribue mes flyers à la sortie. Je travaille et c'est comme ça que je remplis ma salle. Mais en réalité, c'est pas cool de te filer un créneau lundi à 19h. Qui va venir te voir? Tu vois? Donc c'était compliqué. Et qui t'accompagne dans tout ça? Est-ce que tu as du soutien, la famille, les amis, les compagnons? Ma famille, c'est les premiers à payer pour venir voir mes spectacles. Et je trouve ça magnifique parce que mes sœurs, normalement, elles me paieraient pour que je me taise, tu vois. Mais là, pour m'encourager dans ce que je fais, elles payent leur place. Et j'ai constitué une petite équipe qui a changé avec le temps. Mais j'ai toujours des gens qui sont là et qui m'aident, un manager et une jeune fille qui s'occupe de l'administration parce que je ne suis pas capable de le faire. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Comme beaucoup d'artistes, peut-être, l'administratif, c'est pas mon fort. Ouais, c'est pour beaucoup de gens, même ceux qui sont dans l'administratif, j'ai l'impression que ça les saoule. Je sais pas. Mais voilà, en fait, je pense que chacun est doué pour quelque chose. Et il y a des gens que ça dérange pas de faire de la paperasse. Moi, j'arrive pas, ça bug dans ma tête. Tu vois, même pour aller faire mes propres papiers, j'ai envie de pleurer. Tu vois, quand je m'y mets, tu sais, je suis en mode, mais c'est trop compliqué. Tu vois, tiens. Et donc, j'ai l'impression qu'on est dans le pays des papiers. Alors là. Donc, parler, il y a aucun problème. Transmettre, il y a aucun problème. Faire rire, il y a aucun souci. Mais se concentrer sur des papiers, je suis pas capable. Ouais, c'est relou. C'est à quel moment que t'exploses? Tu sais que tu vas faire ça toute ta vie? Le moment où tu sais que c'est bon, là, c'est lancé, c'est parti. Peut-être que c'est la mise en avant grâce au Jamel Comedy Club en 2016. Cette vidéo, aujourd'hui, on est à 18 millions de vues. Et donc, ça m'a ouvert les portes du monde. Parce que, comme je parle de toute l'Afrique, les Africains du monde entier, parce qu'il y en a qui sont installés au Canada, en Suisse, etc., les Africains du monde entier ont commencé à me suivre. Et du coup, il y a une espèce de fanbase qui s'est créée, de gens qui me suivent depuis les débuts. Et chaque fois que je vais jouer quelque part, cette diaspora qui est installée là, elle vient me voir. Par exemple, quand je suis allée au Sénégal, j'ai fait une petite tournée, j'ai fait Dakar, Ziguinchor, Saint-Louis. Et en fait, quand je suis allée jouer à Saint-Louis, par exemple, dans ma salle, il y avait des Marocains, il y avait des Tunisiens, il y avait des Sénégalais, il y avait des Ivoiriens, il y avait des Français, il y avait des Suisses. Et la gérante du lieu, elle me dit, mais comment tu fais pour les toucher, ces gens-là? Il y a des gens, je les ai jamais vus à l'Institut français, et ils ont débarqué quand toi, t'es arrivé. Et je dis, en fait, c'est simple. C'est parce que c'est des gens qui soit qui m'ont découvert dans leur télévision, parce que je passe dans les chaînes télé de chaque pays où je vais, ou soit qui m'ont vu au Jamel Comedy Club et qui me suivent sur mes réseaux et qui attendaient avec impatience le jour où j'allais venir jouer près de chez eux. Et donc, il y a un truc un peu magique, vraiment. C'est que dans tous les pays où j'ai joué, il y a toujours un super mélange dans la salle. C'est toujours mixte. Il y a... Et comment tu intègres le Jamel Comedy Club, justement? Enfin, comment tu montes sur scène? En fait, on est venu me chercher. Il y a une dame qui s'appelle Ludivine Bonjou, qui s'occupait de la programmation, et qui est venue me voir en me disant, voilà, j'aime beaucoup ce que tu fais, je voudrais programmer un passage au Jamel Comedy Club. Et au début, ça va te paraître bizarre, mais je lui ai dit, ah non, ça m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que je lui ai dit, je suis déjà femme, maghrébine, habillée comme une Renoir. Si en plus je vais jouer au Jamel Comedy Club, je vais être estampillée j'ai tous les clichés. Quartier populaire, et stop, et ça sortira plus de là, en fait. Sauf que moi, je suis une comédienne, et j'aspire à jouer de tout et partout. Et je veux pas être juste dans une case. Tu vois, quand j'étais au lycée, chaque jour, je m'habillais d'une manière différente. Un jour, j'étais en mini-jupe, le lendemain, j'étais en baggy, le surlendemain, j'étais en tailleur. Et en fait, chaque jour, j'étais différente parce que je voulais pas qu'on dise « Ah, la fille qui est comme ça ». Tu pouvais pas savoir qui je suis, parce que je suis multiple en réalité. Et puis bon, après, quand j'ai décidé de porter le foulard, il y a d'autres choses qui ont changé. Puis moi, j'ai adopté un seul style, et c'est celui-là. Et je me suis dit, je veux pas être enfermée dans une case. Je trouvais que ça faisait un petit peu ghetto, tu vois, d'être maghrébine et d'aller jouer au Jamel Comedy Club. Tu vois, c'est entretenir un espèce de cliché qui est ambiant. Et puis elle m'a dit, écoute, si t'acceptes
de faire le passage au Jamel Comedy Club, on programme tout ton spectacle au festival de Marrakech. Je dis, ah là, tu as parlé français. Elle dit, là, je suis d'accord, madame. Et donc, et bizarrement, le fait d'avoir fait ce passage au Jamel Comedy Club, c'est ça qui m'a ouvert toutes les portes. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont découverte à travers le monde et qui ensuite ont commencé à m'inviter. Et même parfois, quand je pars en mission humanitaire, parce que je suis marraine d'une ONG, quand je pars sur le terrain et que c'est pas prévu que je joue, il y a des gens qui me reconnaissent et qui me disent, ah, t'es venu pour un spectacle? Et je dis, ah bah non, je suis en mission humanitaire. Ah, mais non, mais nous, on t'aime bien. Pourquoi tu fais pas un spectacle? Et donc, je me retrouve à organiser un spectacle à l'arrache, à la dernière minute. Ouais. J'ai joué comme ça à Madagascar et j'ai joué aux Comores aussi. Et en fait, les fonds qu'on a récoltés, la moitié allait pour les artistes locaux qui organisaient l'événement et l'autre moitié allait pour l'ONG qui m'avait envoyé. Tu vois, c'est top. Et comment tu gères cette autorité? Tu le disais, 18 millions de vues aujourd'hui sur cette vidéo-là. C'est plus que d'habitants de mon pays d'origine. Nous, on est 11 millions de Tunisiens, tu vois. C'est dingue. Comment on gère ça quand ça pète? Je suppose que tout change en plus autour de toi ou pas? Non, je sais pas. Moi, j'ai pas changé en tout cas. Je suis toujours la même. Le truc, c'est que j'aime les gens, j'aime l'humain. Et donc, chaque fois que quelqu'un m'aborde, c'est comme si c'était la première fois que quelqu'un m'abordait. Jusqu'à maintenant, je suis encore surprise. Pourtant, ça fait depuis 2016, tu vois, que ça se passe, que partout où je vais, par jour, il y a au moins 10 personnes qui me reconnaissent. C'est pas des milliards, mais c'est déjà bien. Et chaque fois que quelqu'un vient me parler, qui me dit « Ah, j'aime beaucoup ce que tu fais, je t'ai reconnu, etc. » ça me fait super plaisir. J'ai des collègues que ça dérange, parce qu'il y a des moments où ils ont envie d'être tranquilles, ils veulent pas qu'on leur parle, c'est pas le moment. Moi, non. Je fais l'effort à chaque fois, même si je suis fatiguée, même si je suis pas bien, même si c'est un jour de deuil, par exemple. Je suis toujours souriante et je prends toujours le temps avec tout le monde. Ouais, c'est ce que j'ai vu dans une interview de toi. Il y a même quelqu'un qui vient te voir à un moment, t'es au restaurant avec ton mari. Il y a ton mari qui se lève pour aller aux toilettes, je crois. Et la dame, elle vient te voir et dit, ouais, désolé de te déranger. Et tu lui dis, bah non, en fait, c'est un plaisir toujours de... Oui, parce que comment tu peux dire qu'on te dérange quand quelqu'un vient te dire qu'il t'aime? C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui vient te voir avec des yeux remplis d'amour et qui dit, ouais, j'aime trop ce que vous faites. Merci pour ce que vous nous apportez. Tu vas lui dire, non, mais tu me déranges, là, c'est pas le moment. Pour moi... C'est un non-sens avec le travail d'humoriste, tu vois. Et je t'ai dit, malheureusement, j'ai croisé des collègues qui se permettent ça. Et ça me fait monter les nerfs à la tête. Tu vois, moi, j'ai un côté un peu algérienne. Peut-être j'ai trop traîné avec eux. Tu sais, j'ai envie de dire, hey, excuse-moi, mais c'est grâce à ces gens-là que tu existes. Si t'as pas envie de voir du monde, reste enfermé chez toi. Tu peux pas prendre les roses et pas les épines. Pour moi, ça va ensemble, en fait. Que t'aies envie ou que t'aies pas envie, fais l'effort. Parce que cette personne-là qui te croise, c'est peut-être la seule fois qu'elle va te croiser dans sa vie. Et peut-être qu'elle te suit depuis des années, qu'elle t'encourage, qu'elle te soutient, qu'elle est là pour toi. Quand tu la vois, le minimum, c'est de prendre le temps. C'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, ne fais pas ce métier. Deviens Maria Carré, si tu veux. Là, tu seras pas obligé d'être gentil avec les gens. Quand t'es chanteur, on s'en fout, sois sympa ou pas. Mais quand t'es humoriste, tu sais, il y a personne qui est venu toquer à ta porte et dire « Excuse-moi, tu veux pas devenir célèbre parce qu'on a une place qui s'est libérée. T'as galéré pendant des années pour arriver là où tu es. Donc, assume maintenant les conséquences. Tu voulais ça, tu as la notoriété, assume ce qui va avec. » Tu vois? En fait, c'est tellement triste de voir la déception dans le regard des gens parce qu'un artiste a refusé de faire une photo ou les a méprisés. Ouais. Tu vois? Non, c'est... Enfin, après, voilà, chacun sa conception des choses. Mais moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'insupporte. Tu dis faire rire, c'est ma mission de vie. Si j'y arrive, j'ai tout gagné. Mon but, ce n'est pas la gloire, les strass, les paillettes, la notoriété ou d'avoir une baraque de dingue. Mon objectif est de faire sourire un maximum de personnes. Si j'arrive à faire rire les gens jusqu'à mon dernier souffle, je serai la plus heureuse des femmes. C'est beau. Mais c'est ce que je ressens, tu vois. En fait, je me dis, j'ai pas d'autre utilité. Tu sais, parce qu'on se pose tous ces questions-là. À quoi je sers dans cette vie? C'est quoi ma place dans la société? Qu'est-ce que j'apporte? Moi, c'est quoi ma plus-value? C'est que je viens apporter des sourires aux gens. Juste ça. Et même si c'est juste avec un compliment dans la rue à quelqu'un, même si c'est juste en filant un coup de pouce à une dame qui a quelque chose de lourd à porter, tu vois, de n'importe quelle façon d'arracher un petit sourire, pour moi, j'ai gagné, j'ai réussi. Ma journée, elle n'est pas perdue. J'ai été utile à quelque chose, j'ai apporté un peu de joie, un peu de bonheur à quelqu'un. Et en fait, je t'ai dit, mes parents sont plus là, paix à leur âme, et puis j'ai pas d'enfant. Tu vois, qu'est-ce qui reste en fait? À quoi je sers? Pourquoi je suis là? Si je suis ni maman ni l'enfant de quelqu'un, bon, je suis la femme de quelqu'un, mais il se débrouille bien sans moi. Tu vois ce que je veux dire? Si demain je disparais, ça va pas changer la face du monde, tu vois? Donc j'essaye d'être utile à ma manière, j'essaye d'apporter quelque chose de positif dans ce monde horrible dans lequel on évolue et on vit, parce qu'il faut dire qu'on est entouré quand même de trucs dégueux, et que je me dis, ma part, c'est quoi? C'est essayer de me servir de ce petit don que j'ai en faisant sourire les gens. Juste ça.
Est-ce qu'on peut parler de la Tunisie? C'est quoi ton rapport à ton pays d'origine? T'es originaire de Djerba ou t'es originaire Non, je suis originaire vraiment de de Djerba, Djerba ouais. qui est une... Ouais. Est-ce que tu peux nous parler déjà de Djerba, nous décrire D'accord. Djerba? Alors, Djerba, c'est une île. C'est pas... Je vais vous dire un truc et je vais me faire insulter peut-être, mais je m'en fiche. Quand tu la regardes sur un plan, ça a la forme d'un cochon. Vraiment, si tu regardes la carte, tu mets carte de Djerba. Et surtout si tu la vois en rose, alors là, c'est flagrant. Elle a la forme d'un cochon, elle est dans le sud de la Tunisie. Et en fait, c'est une île incroyable parce qu'on a l'impression que le temps s'arrête quand on se retrouve là-bas. Le climat est très apaisant, c'est calme, et les gens sont beaucoup plus zen que dans la capitale. Et en fait, moi, quand je vais là-bas, c'est une déconnexion. La blancheur éclatante des murs à la chaux et le ciel bleu turquoise, ça te fait oublier tous tes problèmes, en fait. Vraiment, c'est impressionnant. Et le ciel bleu et la mer bleu turquoise. Parce que le ciel, il n'est pas bleu turquoise. Je suis fatiguée. Non. Et en fait, mes parents viennent de là. Et leur rêve, c'était de finir leur jour là-bas. Et puis finalement, ils se sont tellement habitués à la France qu'ils n'arrivaient plus à rester là-bas seulement. Donc ils faisaient des allers-retours. Quand tu t'habitues à l'ordre, à l'organisation et que tu arrives là-bas et que c'est le chaos, c'est compliqué. Tu finis par péter les plans. Et donc du coup, ils faisaient 3 mois ici, 3 mois là-bas. Et puis moi, j'ai perdu les deux, paix à leur âme. Et j'y retourne quand même, très très souvent. Et là, en ce moment, j'organise un plateau d'humour. J'essaie de le faire tous les mois ou tous les 2 mois, où j'amène d'autres artistes d'ici qui sont talentueux et qui ne sont pas encore connus, se faire connaître là-bas devant un public qui n'attend que ça. Et j'avais organisé aussi un festival du rire sur l'île de Djerba. En 2014, août 2014. Ouais. C'est dans un amphithéâtre qui peut contenir jusqu'à 6000 personnes. On en a fait venir 3000. C'était un très bel événement. Mais les gens qui m'ont promis des choses à ce moment-là n'ont pas tenu parole pour les années d'après. Et donc, du coup, ça a été compliqué de le remettre en place. Et pour l'instant, c'est en stand-by en attendant qu'un jour, j'ai des gros moyens et que je sois capable de le faire sans demander rien à personne. Est-ce que tu l'as vécu comme un échec, ça, justement, ou pas? Non, c'était une réussite. J'ai vu une interview de toi sur France 24 où on comparait ça un peu à au Jamel Comedy Club, le même modèle enfin, le Jamel Comedy Club, pas du tout, le Marrakech du Rire, pardon. C'était le même modèle, mais sans argent, tu vois. Donc, du coup, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, le cœur y était et le talent et l'énergie étaient là aussi. Parce que les artistes qui sont passés ont sublimé le festival. C'était magnifique. Mais j'ai pas vécu ça comme un échec. Pour moi, c'était déjà une réussite d'avoir réussi à le faire une fois. Tu vois, je l'ai fait 2 fois en réalité. Une fois où c'était un petit peu à l'arrache, parce que quelqu'un m'avait promis qu'il allait faire venir mes artistes pour un festival et au dernier moment, il s'est rétracté. Donc du coup, j'ai tout organisé toute seule. Je suis allée coller les affiches moi-même avec mon assistante que je portais sur mes épaules pour aller, tu vois, parce qu'on n'avait pas d'échelle. Vraiment, c'était ouf. Et la deuxième fois, j'ai eu quelques aides, tu vois, de la part de l'ambassadeur de France de l'époque, qui est Olivier Poivre d'Arvor, le frère de Patrick. Il a été adorable avec moi. Il était ambassadeur de France en Tunisie et il m'a octroyé 10 000 euros de subventions à travers l'Institut français. Et puis, j'ai eu l'Office du tourisme de Tunisie, qui du coup s'est aligné, parce qu'ils se sont dit, quand même, c'est un peu la chouma, sinon on ne donne pas d'argent. Et ils m'ont donné l'équivalent de 5 000 euros. Donc, pour pouvoir loger les journalistes que j'ai fait venir. Et il y a des maisons d'hôtes sur place qui ont accueilli mes artistes gracieusement pour pouvoir soutenir la démarche du festival. Donc, c'est vraiment tout un truc solidaire, toute une chaîne solidaire. En fait, l'objectif, c'était quoi? En 2011, on a vécu une révolution. En 2015, il y a eu des attentats. Et après, il y a eu le Covid. La Tunisie, en fait, elle vit principalement grâce au tourisme, surtout l'île de Djerba. Les principaux commerces, t'as des commerçants, t'as des restaurants, t'as des petits épiciers, t'as des hôtels. Tout cela ne vivent que grâce au tourisme, principalement. Du coup, s'il n'y a plus de touristes, les gens ne peuvent plus s'en sortir. Alors je me suis dit, si j'arrive à organiser un grand festival et faire venir d'abord les gens l'été, et ensuite le décaler à un moment où il n'y a pas de touristes, mais de les faire venir exprès pour ce festival, ça fera bouger en fait les commerces pendant au moins 1 semaine. Et ce sera déjà quelque chose à gagner pour tous les gens de la région. Donc c'était vraiment ça mon objectif, c'était apporter le savoir-faire que j'ai appris ici à mon pays d'origine. Sauf que malheureusement, tu trouves rarement des gens qui sont engagés et peut-être qui ont un patriotisme élevé au poste de l'État. Tu vois ? C'est comme si les gens qui étaient là, ils n'aimaient pas leur pays en réalité. C'est les intérêts personnels qui priment. Exactement. C'est ce qu'on vit beaucoup en Afrique, malheureusement. Et la Tunisie n'y échappe pas. Est-ce qu'on peut parler de l'Afrique, du coup ? T'as fait plusieurs spectacles à travers l'Afrique. Est-ce qu'il y a un pays qui t'a plus marqué que l'autre ? On ne veut pas faire de jaloux. Est-ce qu'il y a un pays qui t'a plus marqué que l'autre ? Oui, la Côte d'Ivoire.
Ouais, ça t'a appris quoi, l'Afrique? En fait, la Côte d'Ivoire, c'est la capitale de l'Afrique de l'humour. Tout le monde est drôle, même Ouais, les c'est policiers te font incroyable. rire. Oui, c'est Tout le monde fait incroyable. des blagues. Ça s'arrête jamais. Je sais pas si tu as vu le passage où je parle des policiers d'Abidjan. Ils t'arrêtent, ils font bonsoir. Ça va? Nous, ça va un peu seulement. On est là. Depuis le matin, on est là. Sous le soleil et la chaleur d'Abidjan. Mais c'est pour vous qu'on est là. C'est pour vous protéger. Que le bon Dieu vous bénisse. Que le bon Dieu vous facilite. Que le bon Dieu... Le gars, il est devenu pasteur. Il est plus policier. Il te dit, et puis on a soif. Si seulement quelqu'un pouvait nous donner un petit quelque chose à boire. Et là, t'as envie de dire, tiens, prends-le ton bakchi, je te jure, tu l'as mérité. Et en fait, les policiers te font des blagues. Et si tu as pas... Pour que tu leur donnes un petit billet. Et si tu as pas d'argent, tu leur fais une blague aussi. Ils te laissent partir. Et ça, je trouve ça magnifique. Même les mendiants, quand ils viennent te voir, ils te font des blagues. Tu vois? Ouais, Et si tu n'as pas de quoi leur donner, tu rigoles avec eux et puis ils partent. Au Sénégal, non. Au Sénégal, déjà, les douaniers, ils te font la misère jusqu'à ce que tu leur lâches un billet. Et c'est à toi de comprendre que si tu leur donnes pas un billet, ils te laissent pas partir. En plus. Et les mendiants, ils sont insistants. Tu vois, vraiment, ils sont lourds jusqu'à ce que tu leur donnes quelque chose, sinon ils te laissent pas tranquille. Tu vois? Et donc, il y a des différences entre les pays. Le Mali, par exemple, quand je suis allée, le jour où j'ai quitté Bamako, j'ai pleuré. Parce que les gens étaient tellement gentils que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et je voulais plus m'en aller. Tu vois, le Sénégal aussi, les gens sont sympas. Je te dis, c'est juste les mendiants et les douaniers qui sont fatigants. Mais le peuple est formidable. Ils ont une profondeur et une spiritualité qui est impressionnante. Tu vois, c'est des gens... leur rapport à la religion n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver au Maghreb. Tu vois vraiment que c'est... Il y a beaucoup d'introspection, il y a beaucoup d'humilité, il y a beaucoup de remise en question. Tu vois, j'aime cette profondeur, en fait, qu'on peut trouver là-bas. Et après, voilà... j'ai fait la Guinée-Conakry, c'était chouette aussi. Ils avaient mis des grandes affiches de moi juste derrière les affiches de Black M. Oh ouais, dit, qui est originaire de la Guinée. J'ai fait la vidéo et j'ai dit Black M, je suis en train de te remplacer. À quoi? Et puis à Abidjan, je suis restée bloquée 2 mois et demi là-bas. Donc C'était période Covid? Ouais, c'est au moment du Covid, ils ont fermé les frontières et moi je devais prendre le dernier vol, mais il y avait 60 personnes de trop. Quel dommage. Quel dommage. Je suis restée 2 mois et demi au soleil, à la plage, pendant que vous étiez ici enfermés dans vos appartements, en train de surveiller si vos voisins appelaient sortaient et vous appeliez la police pour les dénoncer, tu vois. Non, c'était magnifique, mais j'aime toute l'Afrique. Vraiment, chaque pays que j'ai pu découvrir avait ses spécificités, avait son accueil, avait la gentillesse des gens, la chaleur humaine, ce que tu peux... tu te ressources en fait. Tu remplis tes batteries. Et après, tu viens ici faire sourire ceux qui font la gueule dans le métro. Tu vois? Bah, justement, tu le disais, tes parents, en paix à leur âme, eux avaient pour volonté de finir leur jour en Tunisie. Après, c'est compliqué, ils étaient en aller-retour. Toi, tu le disais, Paris, c'est une ville où les gens ne sourient pas. Tu le disais, le climat, il est compliqué. Ici aussi, les gens, de manière générale, le climat français est compliqué. Je parle de climat humeur, pas le temps. Est-ce que tu as pensé à finir ta vie ailleurs, à quitter la France Mon ami, tous les jours, je pense à ça. En fait, dans la liste des pays, tu m'as fait penser. Le Congo, c'est impressionnant parce que c'est tout le temps la fête. Ils font toujours les fous. Ouais. Ils sont. Ouais, même ici. C'est une ambiance impressionnante. Ouais. Et puis, le Rwanda, c'était d'une propreté impressionnante. Vraiment. C'est-à-dire que moi, j'avais pensé à un moment à aller m'installer au Rwanda. Parce que mon mari, il survivrait jamais au chaos d'Abidjan. C'est fast, ça va vite. Ouais, et il voulait aller en Afrique et pour moi le Rwanda c'était la Suisse de l'Afrique, sauf que maintenant il y a quelques problèmes avec le Congo donc je suis pas très sûre, mais quand tu vois le pays il est impressionnant en fait. Tout est propre, il y a de la verdure partout, les engrais chimiques sont interdits, les sachets plastiques sont pas autorisés. Quand tu arrives et que ta valise elle est emballée, ils retirent le sachet plastique et ils le mettent à la poubelle. T'as pas le droit de rentrer dans le pays avec. Les gars sur les motos, ils portent un casque et ils ont un casque supplémentaire pour la personne qui vont faire monter avec eux, les taxis-motos. Moi, je revenais de Tunisie, Djerba. J'avais rencontré une famille entière. Ils étaient 5 personnes. Le gars roulait en sens inverse. Ils étaient en mobilette. Le père, la mère, les 3 enfants, personne n'avait de casque. Ouais, et après, ils vont te dire, on va aller aider les pauvres Africains, parce que pour eux, ils se considèrent pas comme Africains, tu vois. On va aider les Africains, les pauvres, les Oriens. Et là, t'as envie de dire, mais qui va aider qui, mon frère? Tu vois, de quoi tu parles? Et donc, c'était impressionnant, le Rwanda, dans l'ordre et le respect des règles. Et je pense que ça aurait plu à mon chéri. Parce que lui, il est un peu rigide, un peu organisé, carré, tu vois. Ouais. Et donc, je pense que ça lui aurait plu comme pays. Et même le système de santé est aussi bien constitué qu'ici. Genre, tu payes, je crois que c'est l'équivalent de 3 € et t'es assuré à l'année.
Tu vois, en fait, on a des fausses croyances parce qu'on pense que la France, c'est au top au niveau de tout. Oui. Et qu'en réalité, bah non, quand tu vas visiter d'autres endroits, tu découvres que bah, c'est pas forcément le cas. Tu vois? Donc je crache pas sur la France, qui est un pays extraordinaire et où on a eu beaucoup de choses, mais j'explique simplement qu'il y a aussi d'autres alternatives. Et que moi, tous les Français que j'ai rencontrés en Afrique, ils m'ont dit pour rien au monde, je retourne en France. Hein. Et là, tu dis espèce de crapule, moi je suis chez toi en train de galérer et toi tu vis ta best life chez moi. Tu vois? Donc, oui, c'est assez impressionnant, vraiment. Et du coup, à terme, peut-être. Moi, je rêverais de pouvoir déménager. Tu continues d'y penser ou... Bien sûr. Je rêverais de pouvoir déménager, mais pour l'instant, il faudrait qu'on se mette d'accord sur un pays avec lui. Okay. Et la Tunisie, c'est pas dans vos options? Ah, lui, il m'a dit le Maghreb, jamais. Il est martiniquais. Tu vois, donc, lui, ça l'intéresse pas. Je pense qu'il aurait du mal à s'acclimater et qu'il y a beaucoup de choses dans le désordre qu'il supporterait pas. Tu vois, de la même manière qu'à Abidjan aussi, tu vois, c'est pareil. Mais je sais pas. Faudrait qu'on réfléchisse sur du long terme. Écoute, pour l'instant, la base à Paris, c'est bien. Et puis, continuer à vagabonder à travers le monde et puis revenir à chaque fois checker ici parce que ma famille est là, mon histoire est là. Et que je le veuille ou non, tu vois, je suis française. Tu le dis, on a beaucoup parlé de ton mari, comme ça on l'a picoré à gauche à droite, t'en parles pas mal. Comment elle se fait votre rencontre entre vous deux? Je sais qu'il y a cette complication de deux origines différentes, il y a quand tu l'annonces à tes parents. Ouais. Comment ça se passe, que tu peux le dire? Parce qu'en plus c'est vrai que même aujourd'hui encore ça suscite des débats, la mixité entre mais ça c'est un truc que j'arrive toujours pas à comprendre. Subsaharienne et Afrique mais il est même pas, lui il est pas africain. En plus silencieux, lui. Parce que moi les gens me disent t'es habillé comme ça parce que ton mari il est africain. Je dis non, c'est moi qui suis africaine. Lui il est des Caraïbes, ça n'a rien à voir. Tu vois? En plus. Comment ça? Mais il est noir. Je dis oui, il est noir, mais il vient pas d'Afrique. Il vient des Caraïbes, tu vois. Même si l'origine il vient d'Afrique. Mais on s'est rencontrés à un cours de théâtre, les cours où j'allais le soir en cachette là. C'est là-bas que je l'ai rencontré. On comprend pourquoi tu y allais. Non, je savais pas qu'il allait être là. Je suis allée et après je l'ai découvert là-bas. Et ça, j'ai eu encore plus envie d'y retourner. Voilà. Et en fait, c'est comme si j'avais dessiné l'homme idéal et que le bon Dieu il lui avait donné la vie et qu'il m'a dit tiens Samia, t'as assez galéré, maintenant vas-y prends. Tu vois ou pas? Oh, c'est beau. Ça fait 25 ans qu'on est ensemble, ça fait 21 ans qu'on est mariés et j'ai autant d'admiration pour lui que le premier jour où je l'ai rencontré. Tu vois, c'est... On nous souhaite la même chose, c'est beau. Amine, je vous le souhaite, mais c'est une très belle personne. C'est quelqu'un de très profond, de très cultivé et qui m'apprend énormément. Tu vois, là, il me fait découvrir tout ce qu'il découvre sur l'Afrique et ce que l'Afrique a amené au monde entier et qu'on ne nous apprend pas à l'école, malheureusement. Parce qu'on nous fait croire que tout vient de l'Occident, alors que c'est pas le cas. Les Occidentaux qui ont soi-disant inventé des choses, ils les ont volées à l'Égypte ancienne. Donc... Et plus je le côtoie, et plus je découvre des choses sur notre culture, et plus je suis impressionnée. Et ça a été difficile du coup de le faire accepter Oui, en fait au début pour les parents c'était compliqué, comme je t'ai expliqué, ils voulaient un Tunisien de Djerba si possible de la famille, donc là t'amènes un Martiniquais, c'est la fin du monde pour eux. Et ma mère elle m'a fait du chantage au suicide, tu veux ta mère elle meurt, c'est ça, je vais mourir. Et puis à la fin... ce qui est beau c'est qu'ils finissent par accepter et que... En fait j'ai patienté 4 ans. Et quand ma maman elle a vu que je lâchais pas l'affaire, elle s'est dit bon, vaut mieux qu'on la marie plutôt qu'elle se sauve, tu vois. Alors que je l'aurais jamais fait. Mais moi j'avais des phrases du genre maman, il y a pas de problème. Tu veux que je reste chez toi jusqu'à ce que je devienne vieille, périmée et que personne me regarde, pas de souci. Tu veux pas que je me marie avec lui, c'est lui et personne. Elle m'a dit t'es crois c'est un ange, il est descendu du ciel. Il y a que lui. J'ai dit oui. Et en fait j'ai su la première fois que je l'ai vu que c'était l'homme de ma vie. Je le savais. Comme j'ai su que la scène, j'étais faite pour ça. C'est la même chose. Et je lui ai dit, et il a été choqué, parce que je lui ai dit, toi, t'es l'homme de ma vie. Et il m'a regardé genre, mais qu'est-ce que tu racontes? Ouais, c'était qui, toi? Et aujourd'hui, il en reparle souvent, et je lui dis, tu vois que j'avais raison. C'est beau. Il y a un autre tournant aussi, c'est 2014, 2015, pardon, après les attentats, la vague d'attentats en France, où tu fais une vidéo qui va être propulsée et vue par tous. Comment elle te vient l'idée de cette vidéo et qu'est-ce que ça a changé aussi dans ta... En fait, ça m'a ouvert les médias plus généralistes, tu vois, parce que jusqu'à présent, c'était que les médias communautaires qui m'invitaient et cette vidéo, elle m'a ouvert à tous les autres. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? En octobre, juste avant, il y avait eu des attentats au Canada. Un type est entré dans le Parlement là-bas et il a tiré sur des gens. Et au début... On se dit, Inch'Allah, c'est pas un des nôtres. Inch'Allah, c'est pas un musulman. Inch'Allah, c'est pas nous. Inch'Allah, c'est pas... Et au début, on nous dit que le gars, il était canadien. Et là, tu dis, Alhamdoulilah, enfin, il n'est pas de chez nous. Sauf que les informations qui arrivent après, on nous annonce
qu'il était converti à l'islam depuis 2 ou 3 minutes avant de faire son attentat. Et là, je suis tiens, pourquoi même quand c'est pas nous, c'est nous quand même. Donc là, un peu énervé, je prends mon téléphone et je fais une vidéo. Je mets un foulard, je joue le rôle d'une maman, comme aurait parlé ma maman. Je dis alors bonjour, c'est un petit message pour tous ceux qui se prétendent islamistes, djihadistes, salafistes, pianistes, cyclistes. Tout ce qui finaliste. Pour commettre leurs méfaits. Alors vous étiez gentil, maintenant vous nous laissez tranquilles, d'accord? C'est déjà difficile pour nous de vivre ici en Europe. Si en plus vous ramenez la haine vers nous, ça commence à fatiguer un petit peu beaucoup quand même. Donc merci de choisir une autre religion. Au revoir. La vidéo, elle buzz d'abord au Canada, parce que c'est pour eux que je l'ai faite. Et les gens la partagent, etc. Ça marche super bien. Ça les touche qu'une musulmane voilée tienne ce discours. Et puis, quelques mois plus tard, il y a les attentats de Charlie Hebdo. Ouais. Je crois que c'était Charlie Hebdo. Janvier 2015. On en fait 2, non? Ouais, il y en a 2. Il y a janvier, il y a Charlie Hebdo. Moi, et j'ai après rien novembre... fait du tout. Si toi t'as fait, moi, j'ai rien fait. Oui, c'est janvier 2015 Charlie, novembre 2015 au Stade de France. Et donc, à ce moment-là, moi, je suis incapable de faire rire les gens avec quelque chose qui me prend aux tripes. Parce que ça vient de se passer en bas de chez nous. Et qu'on est encore sous le choc. Et qu'on sait pertinemment que nous tous, on va être mis dans le même sac. Qu'on va dire, voilà, c'est les musulmans, regardez, alors qu'ils n'ont rien à voir avec nous, ces gens-là. Jamais, dans aucune religion, on t'a dit, va tuer ton frère. C'est la première des choses, tu ne tueras point, stop. Et donc, à ce moment-là, je ne suis pas capable de faire quelque chose. La seule chose que j'ai pu faire, c'est repartager cette vidéo. Et là, non seulement elle a fait le tour des réseaux sociaux, mais après, elle a fait le tour de toutes les chaînes télé. France 2, TV5, M6, Canal+, BFM, moi, BFM. Si ça, c'est pas un des signes de la fin des temps, dis-moi ce que c'est. Et là, j'ai été invitée sur tous les plateaux télé. Et en fait, sans le vouloir, je me suis retrouvée à jouer le rôle de la musulmane gentille qui vient contrebalancer avec les terroristes. Et donc, on m'a beaucoup appelée dans les médias à ce moment-là. Et après, plus de nouvelles, jusqu'à ce qu'à chaque fois, il se passe quelque chose avec la communauté musulmane. Et c'est là qu'on m'appelle en me disant « Oui, alors on fait un dossier sur l'islam, est-ce que tu peux intervenir ?» Et les gars, je suis pas un foulard sur pattes, en fait, je suis humoriste. Donc si t'écoutes ce que j'ai à dire, ok. Mais si c'est pour me rappeler à chaque fois, parce que c'est en rapport avec ma religion, non, c'est bon, ça me fatigue. Ouais, tu disais que ça te fatigue même parce que en bandeau, on met même plus humoriste, on te connote avec ton voile, l'humoriste musulman ou la voilée. L'humoriste voilé, il a mis ça. Thierry Ardisson. Et quand il l'annonce, tu sais, moi je bug, tu vois, l'humoriste voilé. Et après, en regardant l'émission, je vois qu'en bas, il y a un bandeau où il y a écrit ça. Je me dis, mais non, il a pas fait ça. Eh bien, si, en fait, ils osent. Et je trouve ça impressionnant. D'ailleurs, il m'avait invité sur Nulle part ailleurs aussi, à ce moment-là. Et c'était drôle parce qu'on avait essayé de nous mettre en opposition avec une ex-fémène. Et donc, on arrivait en même temps sur le plateau, une ex-fémène et moi, genre la musulmane voilée, et puis la fille qui monte ses seins, tu vois. Sauf que nous, on a sympathisé dans les coulisses, on est devenues copines. Elle m'a dit qu'elle était fan de moi. Et on est arrivés main dans la main comme des copines. Alors, t'as les barrières qui s'ouvrent, et là, tu nous vois arriver toutes les deux mains dans la main. Et je pense qu'ils ont dû halluciner, de se dire, mais... Oh, c'était pas l'objectif. Elle a tué le scénario. Mais c'est drôle, en fait, qu'on veuille absolument diviser les gens. Qu'on cherche à monter les communautés les unes contre les autres. En réalité, ce serait tellement beau de pouvoir vivre tous ensemble et de partager et d'échanger. Tu vois, moi, quand je passe 2 mois au pays et que je vois que les mêmes têtes que moi, au bout d'un moment, j'en ai marre, en fait. Et je trouve ça génial qu'ici, il y ait des gens de partout. Que ce soit mixte. J'ai voyagé sans même quitter mon pays. Tu vois ce que je veux dire? Dans mon quartier, il y avait des gens qui venaient de partout. Et c'est ça la richesse, c'est ça la beauté de ce monde, finalement. Tu vois, par exemple, dans notre religion, dans le Coran, Dieu dit... Je vous ai créé de plusieurs peuples pour que vous vous entreconnaissiez. Et c'est ça l'objectif, c'est s'entreconnaître. La vie serait tellement triste si on était tous pareils. Non, mais c'est vrai que c'est important que tu le dises. Et après, on va t'interroger sur ton rapport à la religion, mais il y a cette phrase où, en effet, pour que vous vous entreconnaissiez. C'est avec ça que j'ai tué mes parents là, par rapport à... Le jour où ils voulaient pas que je me marie avec mon chéri. J'ai dit, mais est-ce que Dieu, avant de le mettre dans ce corps, il lui a dit, bon, je te mets où? Chez les noirs, les blancs, vas-y, tu choisis quoi? Je dis, attends, tu juges quelqu'un pour sa couleur. J'ai dit, mais qu'est-ce que t'en sais, en fait, que celui-là, il n'est pas 1 milliard de fois mieux que quelqu'un de chez toi? Si, mais je les ai rendus fous. Un jour, j'attrape mon père, le jour du mariage d'une de mes sœurs. Ça avait été très facile. Ils ont dit, Tunisien de Djerba, marhaba, bienvenue. Et le gars s'est marié très rapidement avec ma sœur. On n'a pas demandé, est-ce que tu es pratiquant? Est-ce que tu es correct? C'est quoi? Rien. Tunisien de Djerba, marhaba. Tu vois? Et moi, ce jour-là, j'avais un peu les nerfs, tu vois. Du coup, j'attrape mon père, je dis, papa, je peux te poser une question? Il dit, bien sûr. Et je dis, le prophète, que la paix soit sur lui, il était de quelle origine? Il me dit, c'est un arabe. Je dis, oui, mais il venait de quel pays? Il me dit, bien, d'Arabie Saoudite. Ils savent pas ça. Je dis, non, c'est pas ça. Je dis, donc il n'était pas tunisien de Djerba comme nous? Il me dit, non.
J'ai dit, ah d'accord. Donc ça veut dire que si là, on vivait à son époque, et que par un grand miracle, ils sont intéressés par moi, tu dirais non parce qu'il n'est pas tunisien de Djerba. C'est comme ça, tu parles des prophètes. J'ai dit, pourquoi tu t'énerves? Moi, j'ai suivi ta logique. Puisque aujourd'hui, il y a un musulman comme toi qui a choisi l'islam, parce que il est converti, mon mari. J'ai un musulman comme toi qui vient demander ma main, et tu veux pas de lui parce qu'il n'est pas tunisien de Djerba. Peut-être que le prophète lui-même, tu l'aurais refusé. Moi, je m'en fiche, marie-toi même avec un singe si tu veux. C'est parce que toi, tu comprends pas. Je dis, je comprends pas. Et puis, ça a trotté dans sa tête. Parce qu'il a fini par se rendre compte que c'était logique ce que je disais. Tu condamnes quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas choisi. De quel droit, en fait? À quel moment tu considères que toi, tu es meilleur que lui? À quel moment? Donc, tu te prosternes 5 fois par jour, tu fais tes prières, tu fais ton jeûne, tu vas à la Mecque, etc. Et puis, tu es raciste. Ça va pas ensemble, il y a un souci, là. Et donc, maman, paix à son âme, avant d'aller à la Mecque, elle est partie voir mon chéri, elle lui a dit « Tino skez, hein, parce qu'avant, on est un peu raciste, on connaît pas, hein, pardon, hein, c'est pas grave. Tino skez, hein. » Il a dit « Mais madame, vous étiez déjà pardonnée avant même de demander pardon, parce que ça, c'était une épreuve pour nous et pour vous. » Et en fait, c'est ça. C'était voir est-ce que nous, on allait patienter, et est-ce qu'eux, ils allaient aller au-delà de leur nationalisme. Et je leur en veux pas, tu vois, avec le temps. Parce que quand tu quittes un pays... Ouais, il y a cette méconnaissance aussi. C'est Ouais. pour ça, je dis, faut pas être trop dur non plus avec les parents où il y a ce truc de... Je vais t'expliquer. L'histoire de vouloir un Tunisien de Djerba, c'est quoi? C'est parce qu'avec un coup de fil, t'as le FBI de Djerba qui te sort toute la lignée du gars que tu as rencontré. Ouais, ici, et tu ça, dis de la famille Intel, ah oui, son grand-père, il était pas bien, et parce que nanana. Et là, t'as tout son CV. Mais quelqu'un qui vient de nulle part, tu vas lui donner la chair de ta chair, ce que tu as de plus précieux. Qu'est-ce que t'en sais de ce qu'il est et ce qu'il va faire? Tu vois? C'est un instinct de protection et je peux comprendre. Mais je leur ai expliqué que c'était pas tout, en fait. Tu peux prendre quelqu'un qui est de chez toi et que ce soit la pire des crapules que la terre ait portée. Et tu peux prendre quelqu'un qui n'a rien à voir avec toi, mais qui soit quelqu'un de droit, de juste, d'intègre, de correct. Et c'est ce qu'ils ont fini par comprendre. Quand ils l'ont rencontré, ma mère lui a dit « Allez, ramène ta mère la semaine prochaine, c'est bon. » Parce qu'elle a vu, elle a senti que c'était une belle personne. Et à la fin, elle préférait lui que tous ces autres gendres qui sont pourtant de chez nous. Tu vois, parce que c'est celui qui a jamais eu un mot plus haut que l'autre, c'est celui qui a toujours gardé les choses à l'intérieur de lui. Même quand il avait des choses à dire ou des colères ou de l'incompréhension, il a jamais fait de vagues. Parce qu'il prenait sur lui et il essayait de comprendre les personnes qu'il avait en face de lui. Et quelle est la place de la religion dans ta vie aujourd'hui? On a parlé beaucoup de religion. Ça m'est arrivé aussi avec d'autres invités, avec Aboutal notamment, si je dis pas de bêtises. Quelle est la place de l'islam dans ta vie aujourd'hui? Écoute, je sais pas. Moi, je suis plus dans la spiritualité finalement que dans la religion. Tu vois, je suis dans une réforme de moi-même. J'essaie de devenir la meilleure version de moi. J'essaie de me rapprocher du divin à travers mes actions, à travers mes valeurs, à travers ce que je transmets, à travers... tu vois, je te dis pas que je suis une super pratiquante, tu vois. Un jour je prie, un jour j'oublie. Tu vois, j'ai du mal à tenir. Mais c'est un combat avec moi-même. Et j'essaye de m'améliorer. T'as des gens qui vont venir critiquer en disant « Ouais, mais c'est pas un vrai foulard, on voit le lobe de ses oreilles. En plus, elle met du rouge à lèvres. » J'ai déjà entendu ça. Ils vont me dire... Est-ce que je vous ai demandé, en fait, les gars, quand tu montres quelqu'un du doigt, il y a un doigt qui montre la personne et il y en a 3 qui te montrent toi. Remets-toi toi en question. Regarde-toi toi. T'as déjà normalement beaucoup à faire avant de regarder les autres et leurs pratiques. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, j'essaye juste de devenir la meilleure version de moi-même et je fais de mon mieux. Je te dis pas être un exemple, mais je fais de mon mieux pour me comporter du mieux que je peux. C'est tout. Même si parfois c'est dur, hein. Et comment elle se sent, Samia, dans la France d'aujourd'hui? Comment elle va? Ton état d'esprit aujourd'hui, c'est lequel? Samia, dans la France d'aujourd'hui, elle est triste. Parce que le pays des Lumières, il y a longtemps qu'il y a eu un court-circuit. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont mises sur le bas-côté sous prétexte qu'elles portent un foulard sur la tête. Pour un bout de tissu, on les fatigue. Je ne sais pas si tu es au courant, mais là, ils viennent de voter une nouvelle loi en disant que les femmes, elles n'ont plus le droit de faire du sport avec un foulard sur la tête. Donc en fait, pour libérer les femmes, tu les enfermes davantage. Tu vas les pousser au communautarisme ou à arrêter leurs activités sportives. Et après, tu crois que toi, c'est juste ce que tu dis. Et genre, tu libères les femmes. Tu les enfermes davantage en réalité que ce que tu prétends. Tu vois? Et je trouve ça tellement triste parce que on stigmatise une partie de la population et on l'écarte de toute vie sociale. Et c'est horrible. Moi, j'ai entendu des témoignages de filles qui racontent des sportifs de haut niveau qui disent, voilà, moi, je veux faire mon sport, mais être en même temps couverte. Et aujourd'hui, on ne me laisse pas être celle que je suis. Donc, on te parle d'une laïcité, mais qui n'en est pas une, en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire, la laïcité? C'est le respect des religions des autres. C'est pouvoir cohabiter tous ensemble avec chacun son appartenance religieuse et sans que ça dérange l'autre, en réalité. Est-ce que moi, j'ai forcé d'autres personnes à mettre des foulards sur leur tête? Est-ce que jamais de la vie? Donc... en fait, les pays anglo-saxons sont très en avance sur nous. Parce que chacun fait ce qu'il a envie en réalité. Et ce qui est important, c'est parce que tu as sur la tête, mais dans la tête. Aujourd'hui, les femmes qui portent un foulard, elles peuvent juste être femmes de ménage. Tu vois, on leur accorde pas autre chose. Et je trouve ça tellement triste en réalité. Parce qu'il y a tellement de compétences, il y a tellement de gens extraordinaires qu'on a stigmatisés juste pour leur appartenance religieuse et leur tenue vestimentaire.
On essaie de politiser ça en disant oui, c'est un islam politique, mais ça n'a rien à voir. Tu vois, il y a d'autres religions, ça pose pas problème qu'elles portent des signes religieux. Les bonnes sœurs, elles ont des foulards. Et pourtant, on va te dire non, mais c'est pas la même chose, elles ont voué leur vie à Dieu. Mais oui, la musulmane aussi, elle voue sa vie à Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Juste qu'elle a le droit d'avoir un mari. C'est ça la différence, c'est tout. Tu vois? Comment elle se sent, la Samia, non pas en France, mais la Samia dans sa vie perso. Il y a ton dernier spectacle qui est sorti, Je suis une bouffonne, en 2023. Dedans, tu parles de ta vie. C'est bouffonne dans deux sens, bouffonne du roi ça. Et bouffonne, comme on l'entend... dans les quartiers populaires, mais t'es vraiment une bouffonne. Tu vois. Et dedans, tu parles notamment de ton parcours PMA. Comment elle se sent dans la vie d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a toujours cette volonté d'avoir un enfant? Comment elle vit tout ça? Il y a toujours l'espoir d'un jour être maman. Tant que la machine fonctionne, on se dit peut-être qu'un jour ça va prendre. Inch'Allah. Et puis, moi, je suis dans l'acceptation. Tu vois, je me dis que chaque chose que tu traverses, il y a une raison. Et si l'enfant n'est pas venu jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a une raison. Peut-être que j'avais d'autres choses à accomplir, peut-être que c'était pas le moment, ou peut-être même que lui, il a vu le monde horrible dans lequel moi je suis. Il m'a dit, reste dans ta galère toute seule, franchement, flemme. Donc, tu vois, je raconte ça quand je parle du parcours PMA et de la grossesse que j'ai perdue. Et en fait, je suis en accord avec beaucoup de choses. Je suis dans un cheminement personnel où j'essaie de me faire suivre par une thérapeute qui m'aide à comprendre un petit peu comment je suis et pourquoi je suis comme ça. Et j'invite tout le monde à faire ce travail-là d'introspection et d'essayer de découvrir quelles ont été les blessures qui les ont touchés quand ils étaient enfants et qui finalement les impactent dans leur vie d'adulte. Et chaque jour, je vais de mieux en mieux. Tu vois, j'essaie vraiment de me débarrasser de tout ce qui peut être négatif autour de moi, d'aller juste vers le positif et de transmettre que des good vibes. Et qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter du coup à cette Samia-là, celle qui transmet des good vibes? Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter pour la suite? De continuer jusqu'à son dernier souffle, comme je te disais. Je te le souhaite. Juste ça. Et puis d'avoir la chance un jour d'être maman. On te le souhaite aussi. Merci beaucoup. Franchement, c'était un échange agréable. Merci. Merci à toi. Non, le plaisir, il était vraiment pour moi. Merci pour ces mots doux, pour ces paroles, pour cette transmission aussi. C'est pour ça qu'on vous invite à ce plateau-là. C'est aussi avoir cette transmission et pour que nos petits frères, nos petites sœurs qui nous regardent aient aussi une vision différente de la vie. Donc, merci à toi pour tous ces mots. Merci d'avoir abordé tous ces sujets sans tabou. Merci, c'est pas facile. Toi, on sait que c'est compliqué parfois de parler de religion, de parler de mixité. Donc... J'ai aucun problème. Pour moi, il n'y a aucun sujet qui est tabou. Tu vois, merci beaucoup. On peut parler de tout à partir du moment où c'est fait avec de la bienveillance, avec beaucoup d'amour et de douceur. Il n'y a aucun problème. C'est ce que tu as su faire aujourd'hui. On te remercie pour ça. Avant de te laisser partir, on finit avec un jeu. Avant de laisser partir mes invités, il y a un jeu. Alors c'est simple, je commence des phrases et tu les finis pour moi. Enfin pour toi surtout. Okay. Être arabe en France aujourd'hui, c'est... La galère. Être une femme arabe et voilée en France aujourd'hui, c'est... Encore pire. Le racisme est une histoire de... Peur. L'humour est le meilleur moyen pour... Déconstruire. Le meilleur moyen pour faire rire est de... Inclure tout le monde. Être une bouffonne, c'est pas si... C'est pas si mal. Si je devais décrire la France aujourd'hui, je dirais... La multiculturalité. Monter sur scène, c'est ce qu'il y a de plus... beau. J'aimerais dire à mon mari que... Je l'aime. Si mes parents étaient encore là, j'aimerais leur dire que... Je les aime de tout mon cœur. L'Afrique, pour moi, c'est... La vie. Mon plat préféré, c'est... J'en ai trop. Le riz djerbien, le mafé et le yassa. Bon, la question d'après, c'est pour le préparer, il faut, mais là, il y en a trop, donc... trop. Faut du riz. Le poulet yassa, c'est le plat que je cuisine le mieux. Et il faut surtout beaucoup d'oignons et de la moutarde. Bon, c'est noté. Et l'interview du jour était... Magnifique. Merci à toi, en tout cas, merci encore une fois, c'était un plaisir. Merci à vous qui nous écoutez depuis chez vous. On remercie les deux Jay, un qui était à la réalisation caméra, vous en avez l'habitude, et Jason qui était à la réalisation son. Merci à lui. Passez une bonne soirée, passez un bon dimanche, faites attention à vous et prenez soin de vos proches, et bon ramadan aux musulmans qui rentrent dans la période du ramadan. Bon ramadan à vous, et nous on se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonne soirée.